La maison du 51 rue du Commerce ne ressemble à aucune autre. On y entre, annoncé par l'éclat d'un timbre, comme dans une vieille boutique dont il faut réveiller le marchand. J'étais impatiente de rencontrer Marcel Astier, le peintre, suite aux jolies choses que l'on m'avait dites sur lui. Je suis entrée, telle une petite souris, dans cette maison de la rue du Commerce. Une lumière tamisée baignait l'endroit, et j'entrevis un vieil homme assis tout seul. Il savait qu'une jeune cinéaste passerait en fin d'après-midi pour le rencontrer et apprendre à mieux le connaître. Je me retrouvais devant cet homme un peu intimidé par son grand âge et ne sachant pas très bien par où commencer. La première fois que j'ai écouté Marcel Astier me raconter ses nombreuses histoires, je fus touchée par la grande liberté qu'il habite. Il s'est ouvert à moi tout de suite, s'est dévoilé comme s'il racontait ses vieux souvenirs à sa petite fille. En tout cas, je trouve que tu es très élégant aujourd'hui. Oui, en tout cas. Elle te va bien, cette veste. Tu es né dans la nuit du 22 mars 1906. Oui, c'est ça. À Bruxelles. Oui. Tout enfant, je dessinais. Mon père, qui était tapissier, avait des grands albums de papier peint. Et l'envers, ces albums étaient vides. Je prenais l'album comme ça. Et en lieu d'après-midi, je remplissais tout l'album avec des maisons, des rues, des choses que j'ai inventées à fur et à mesure. Quand on avait 14 ans, on était élève à l'Académie de Saint-Gilles pour apprendre à dessiner. Oui. Et alors, en même temps, on allait à l'Académie de Forêt pour faire de la musique, du YOLO, tu comprends? Alors, j'étais avec mon père amenait de temps en temps quelques tableaux qui étaient tombés chez des clients et il fallait les réparer. Alors, j'ai pris un bouquin pour étudier la manière de restaurer les tableaux. Et puis, j'ai commencé, je restaurais les tableaux pour mon père. L'atelier. Comment oublier ma première rencontre avec ce lieu chargé d'émotions, reliant passé et présent, renfermant des mondes que je désirais découvrir. Je montais doucement l'escalier et j'allumais la lumière, faisant sortir de l'ombre les visages du passé. Des femmes, belles et émouvantes, m'apparurent dans l'éphémère de l'instant. Un ami architecte et moi, nous avions des décors à faire pour le Palais des Beaux-Arts, pour les jeunesses théâtrales. Alors on cherchait un atelier pour faire ces décors. Et je savais qu'il y avait une maison rue du Commerce qui était libre, que j'avais trouvée. On a loué la maison, on a tout blanchi. Et alors quand nous étions prêts, nous avons commencé le décor là. Claire, tu te souviens de Céline, ce modèle, ami d'Astier qui était tombé très malade? Bien sûr, Madeleine. C'était en 1935. On s'était toutes mobilisées afin de récolter l'argent nécessaire pour son séjour dans un sanatorium. Marcel a eu l'idée brillante d'organiser un concert dans son atelier et ce fut un succès total. L'atelier, salle de concert, était né.
Par la suite, beaucoup d'artistes demandèrent à venir jouer chez Astir. L'atmosphère était tellement plaisante. Il y a tas de choses comme ça qui sont merveilleuses. Tu as beaucoup voyagé durant ta jeunesse. Hein? Tu as beaucoup voyagé durant ta jeunesse. Ah oui, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été aux Açores pendant 6 mois. J'ai été aussi à Madère. J'ai été en Allemagne, j'ai été en Autriche. Après quelques mois passés en Italie, Marcel part à Paris en 1926 avec son ami Charles. Pour vivre, il copie des dessins du Louvre qu'il vend dans la rue. Et ils m'ont rendu ces dessins à 150 francs. 150 francs un dessin. On faisait, en une après-midi, on faisait un dessin. 4 dessins leur suffisaient pour payer leur chambre, située boulevard Saint-Germain. Et on est resté 6 mois à Paris comme ça. On était partis pour un week-end. Sale a la puerta, ti hablaré. Sale a la ventana, te hablaré, te descubriré secretos de mi alma. En Hollande, Marcel loua un botteur et fut ainsi conduit de village en village par le marin et sa famille. Il dessinait sur le bateau en y amenant des personnages qui posaient en costume populaire. Il rassembla une centaine de dessins inspirés des us et coutumes de nos voisins du Nord. En 1938, ces croquis reçurent un brillant accueil lors d'une exposition au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Dans une salle voisine de la sienne, un certain Magritte exposait aussi. Magritte et moi, on jouait aux cartes tous les après-midi, en attendant le public qui faisait que passer et qui ne regardait même pas. Accident sur le 411 arrivant Namur autour de Courrières. Avec ça, on pourra signer. Ce petit crayon aussi, c'est bien. Un crayon, oui, ça. D'accord, Olivier? Là, ça fait un peu de genre. Bonjour Marcel, comment allez-vous? Bien, c'est bien. Ça, alors. Vous parlez là du concert oui, yiddish, c'est ça? j'avais dit que ce dimanche, il y a donc un concert de musique yiddish. Ouais. Et M. Astir a dit justement... Qui est là? C'est Horst. très bien. C'est Horst. Ah, c'est toi. C'est donc un ami brésilien, pianiste, qui m'a invité une fois ici parce qu'il faisait un concert. Je trouve ça, c'est tout simplement insolite comme
cadre. Je ne connaissais rien de l'histoire de l'atelier. On est revenu et on a eu l'idée par la suite de faire jouer ici une pièce de théâtre allemand. Et alors, à partir de là, la chose s'est mise en marche. Parce qu'on s'est rendu compte que pour pouvoir présenter notre pièce de théâtre, il fallait vraiment s'occuper de cette maison qui était en danger. C'est ça qui était tout d'un coup quelque chose qui nous était révélé par une pancarte rouge à la porte, maison vouée à la démolition. C'était en été 2002, oui. Lorsqu'il y avait ici l'affiche rouge et qu'on voulait démolir la maison. Mais c'est à partir de ce moment-là, en fait, que nous, on a connu vos amis, qu'on a connu votre atelier, que tout cela a redémarré et que maintenant on est pleinement engagé dans cette belle histoire de l'atelier. Et la vie, comment c'est encore la belle phrase de M. Astier? Vive la vie et la musique. Il a envie de son potage. Ça fait combien de temps que tu t'occupes de Marcel? Oh oui, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y aura 2 ans. Le temps passe les années, c'est fou. On n'a plus de repères. Alors, une fois que la première bataille, je dirais, était gagnée, c'est-à-dire que la maison ne pouvait plus être démolie, nous avons pensé que mieux valait prendre les devants et demander le classement de cette maison comme patrimoine historique. Il me semble que ton amie Micheline est en retard. Mais tu es en retard, mais tu es en retard. C'est par une amie qui connaissait Marcel, et qui m'a dit un jour, venez, on va à l'atelier. Et je l'ai suivi à l'atelier. Je t'ai pris une tarte aux cerises. C'est original. Oui. Et j'ai retrouvé le Earl Grey dernier, tu te rappelles? Et c'est une maison où on ne retrouve jamais rien. Attends. C'était peinté trop fort. Hein. Non. C'était les années 46, 47. Et là, j'ai vu ce spectacle étonnant qui était ce grand atelier avec ce monsieur étrange qui faisait Bohème 1900. Tiens. Très beau. Oh, c'est amusant, ça. C'est toi à l'extérieur. Et alors, tous tes cheveux, là, sont tout soulevés par le vent. Et tu es occupé à peindre. Et là, ça, quand il y avait le ballet, Marcel, tu te rappelles quand il y avait les ballets venus et que vous avez fait beaucoup de croquis? Les croquis. Oui, c'était amusant. C'était amusant, ça. L'ambiance de l'atelier était presque inexprimable, tellement c'était agréable, c'était fantaisiste. Ça ne ressemblait à, l'atmosphère ne ressemblait à rien de ce qu'on pouvait avoir connu. Et c'était aussi très, très international. Il y avait des gens de toutes les nationalités qui venaient ici. Et de toutes les tendances et de toutes les croyances. C'était comme une plaque tournante, si vous voulez. Mais il y a une chose qu'on n'a jamais fait, c'était de s'y ennuyer.
Et ce qui était aussi intéressant, c'est que quand on en avait assez de la peinture, hein, dans laquelle on avait baigné toute la journée, le soir on avait de la musique. On ne pouvait pas rêver mieux. Ma rencontre avec Marcel Astier, elle date d'il y a très longtemps. Je suis donc vraisemblablement un des plus anciens témoins, dans la mesure où cela remonte avant la dernière guerre mondiale. Mes parents, ma mère surtout, tenaient, comme dans la bonne bourgeoisie de l'époque, un salon auquel étaient invités des peintres, des poètes, des écrivains, ainsi que quelques notables. Et Marcel Astier m'avait frappé, tout enfant que j'étais, 5-6 ans, m'avait frappé dans la mesure où il avait une grande touffe de cheveux, hein, qui le distinguait de toutes les autres personnes. Et j'admirais cette touffe, et c'était sa marque d'artiste en quelque sorte, qu'il était d'ailleurs. Il fallait que si quelqu'un voulait entrer et avait besoin d'un accueil, eh bien qu'il le trouve, et qu'il trouve une porte ouverte. Et c'était presque un symbole de l'endroit, hein, c'est la porte ouverte. Marcel Astier a livré son atelier certains soirs pour que des amis, de jeunes amis musiciens, puissent se faire entendre. J'ai commencé à donner des concerts en tant que violoniste dès l'âge de 6 ans. À partir de 9-10 ans, j'avais un quatuor. C'était le premier violon d'un quatuor. Et donc, à ce moment-là, il y avait une sorte de double carrière, soliste avec orchestre ou musique de chambre. Et c'est ça qui m'a fait rencontrer Astier. C'est les années 40-45 où je focalise, puisque c'est le moment où j'ai joué chez lui. Et on vivait encore à cette époque-là sans que les médias, sans que les disques soient vraiment une circulation de la musique. On vivait soit en assistant à des concerts, soit en faisant de la musique de chambre soi-même, soit en allant écouter de la musique de chambre dans les salons de musique qui étaient purement l'héritage du 19e siècle. Tous les artistes de la Juilliard School, par exemple, ils venaient à Bruxelles, ils venaient faire une tournée en Europe et ils commençaient toujours par l'atelier. Il y avait beaucoup d'artistes qui venaient de l'école de Paris, de l'école de Cortot. Et Cortot nous envoyait beaucoup de bons éléments. C'est qui fait qu'on avait toujours de très bons musiciens, des jeunes, avec des talents. J'ai fait la connaissance de M. Astier à travers une amie qui m'avait entendu jouer à Paris. Elle voulait que je fasse un récital ici, à Bruxelles. Et donc, elle avait cherché un peu à droite à gauche, elle est tombée sur le nom de M. Astier. Donc elle a contacté, elle a fixé un rendez-vous. Je suis venu, le premier contact avec M. Astier était très, très positif en fait. J'ai beaucoup aimé le personnage. Et après, je suis monté pour jouer dans cette salle. Et avec tous ces tableaux, toute la lumière, c'était le soir. Hein. La lumière un peu spéciale qu'il y a ici. J'ai beaucoup aimé la salle. Si on a des missions,
sur Terre. C'est quelqu'un qui rejoint les gens, qui relie les gens, qui favorise les rencontres. Mais parle-moi un peu de l'atelier pendant les années 50-60. À quoi ça ressemblait? À la même chose que maintenant. Le décor n'a pas changé. On n'a pas changé. Mais je veux dire, à l'époque, il y avait énormément de conférences. Il y avait des conférences, des concerts, des réunions théâtrales, des cris, toutes sortes de choses. On avait beaucoup de demandes. Je veux dire, l'atelier, à l'époque, était connu à Bruxelles. C'était très connu, même à l'étranger. On avait un représentant à Paris, on avait un représentant en Hollande, on avait un représentant en Amérique. La presse n'était pas la même que maintenant. Chaque journal avait son journaliste spécialement attaché pour la musique. Ouais. C'est qu'on avait énormément. On a des centaines d'articles. On avait une presse formidable. Dans tous les journaux, il y avait tout, les Belgique, le soir, l'atelier, tout. Et tous les journaux faisaient des articles sur l'atelier. Et tu as gardé des articles? Oui, il y en a des centaines. Parce que moi, j'aimerais bien les voir, si tu les Ils sont as. en bas, il faudrait aller en bas à la cave. Alors, l'atelier, dimanche 10 décembre 1989, dans le cadre du 40e anniversaire du théâtre. 9 mars 1961. Grand concert spirituel de l'atelier de Handel. Séance de poésie russe consacrée à des poètes des 19e et 20e siècles. Alors, soirée de l'atelier à SBL, saison 1949-1950. Bilan d'une saison musicale à Bruxelles. Une révélation à l'atelier, 25 mars 1959. Le pianiste Bruce Unger. Voici 40 ans que l'atelier, ce curieux centre culturel né de l'initiative du peintre Marcel Astir et de Ginette Astir, son épouse, organisa sa première saison de concert. Il y a une liste d'une grande partie d'artistes et ensembles ayant participé au concert de l'atelier, qui sont devenus internationaux. C'est un personnage de la vie culturelle belge, donc de la vie mondaine ou de la vie culturelle. C'était quelqu'un qu'on croisait volontiers. Alors, d'une part, j'ai eu cette expérience très proche de lui, de son atelier, de sa façon de vivre. Et d'autre part, au fur et à mesure des années, je me suis beaucoup posé de questions sur ce que c'est que la peinture, qu'est-ce que c'est que s'exprimer en peinture, qu'est-ce que c'est que s'exprimer en musique. Et il a fait les deux. Et ce que j'admire énormément chez Marcel Astir, c'est qu'il n'a jamais cessé d'avoir cette conviction que la musique était importante, ou sans doute aussi importante que la peinture. On faisait l'école de peinture le jour jusqu'à 5 heures du soir. Alors après ça, quelques élèves restaient avec moi. On mettait tous les chevalets sur le côté, on déplaçait le piano et le soir on avait un concert. Donc ça se faisait par une collaboration extraordinaire entre les élèves et moi. Et tous les tableaux qui sont en haut là-bas, presque tous ces tableaux sont faits en même temps que les tableaux des élèves. J'ai payé en même temps qu'eux. J'allais conseiller, j'allais corriger leur tableau, mais moi-même, je payais toujours aussi. Et c'était une atmosphère vraiment d'atelier, mais avec des élèves aussi disparates qu'il est possible, parce que les dames du quartier Léopold et les très jeunes qui fréquentaient l'académie avaient, à vrai dire, peu de points communs. Et ça faisait le charme et l'intérêt de l'endroit. Et il y avait donc encore l'idée qu'il y avait des maîtres. On apprenait la peinture.
Et son cours n'était jamais monotone, répétitif. Il improvisait, il ne se répétait pas trop. Je crois que c'est ça un peu le talent, c'est d'être presque inépuisable. Tout ça se passait comme ça, comme une grande famille. Donc toi, tu étais le père. Donc moi, j'étais le père ou le frère, et j'étais vraiment l'ami de ces gens. Donc depuis 1940 jusqu'en 1995, c'était un atelier libre de peinture où beaucoup d'artistes intéressants sont venus, entre autres Magritte, Delvaux et des sculpteurs, ont tous venu pour faire des croquis. Comment j'ai rencontré Marcel Astir? Au fait, je suivais des cours de restauration de tableaux anciens. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais si tu veux te perfectionner, va chez Monsieur Astir, c'est un restaurateur de tableaux. Bonjour Monsieur Astir. Ah, comment vas-tu, toi? Ça va bien? Rien de neuf. Rien de neuf. J'ai apporté du tabac de Cuba. Oh, c'est bien ça. Quel genre de professeur il était? Il était très ferme et très pointu. Hein, Marcel? Ah oui. Très ferme. Et on ne pouvait pas faire n'importe quoi. Hein. Chaque chose devait avoir une raison, un sens. Et on a eu pas mal de tableaux intéressants à faire. Oui, oui, tout à fait. Et même de grands tableaux. Hein. Moi, j'ai beaucoup appris chez toi dans l'atelier. On apprenait beaucoup parce qu'on faisait beaucoup de différents travaux. Chaque travail avait sa difficulté. Et on donnait conseil à l'un et à l'autre. Oui. Et ils se débrouillaient tout seuls si possible. Et quelle ambiance il y avait justement dans cet atelier? Mais moi, je me souviens que ça sentait la colle, ça sentait la cire, ça sentait le vernis, ça sentait les pigments. Il y avait toute une odeur dans cet atelier qui donnait envie de travailler aussi. Hein. Nous, à l'atelier, ici, surtout à l'atelier, ce qu'on fait surtout, c'est conserver la valeur ancienne d'un tableau. On ne les nettoyait jamais trop. On laissait toujours un petit peu de passin, de vernis, de patine. On était parfois très nombreux. On était parfois 12 l'après-midi ici. Oui, oui, je me souviens. On était l'un sur l'autre. Alors ça, c'est un dernier tableau sur lequel, voilà, je suis en train de travailler, Marcel, ici. Sur ce tableau-ci, c'est une tête d'un marin. Là, ici, il y a des endroits où la touche picturale est partie. Voilà. Bon, alors ce que j'ai fait pour l'instant, je l'ai mis à la cire. Mais ça, c'est une chose qui est bonne et pas bonne. On a aussi fait ça pendant un certain temps. Oui. Il est là, tu peux te présenter. Il est devant avec Mes amis, merci beaucoup d'être venus si nombreux. Vous aurez la joie autour de vous. Vous créerez de la joie. Vous créerez du bonheur. Parce que le but principal de l'homme, c'est d'être heureux, d'avoir le bonheur. Et donc, le morceau suivant vient de très loin et a de multiples origines, revendiquées par d'ailleurs de multiples nationalités. Ça s'appelle Misirlou.
Marcel Astier était un débrouillard, quelqu'un qui possède une qualité très répandue en Belgique. Il sait se tirer d'affaire dans les conditions les plus difficiles par un mélange d'astuce et d'ingéniosité. Le sourire malicieux de cet homme illumine des yeux clairs lorsqu'il raconte comme il a autrefois berné les Allemands. En 1940, on a fait une école de peinture pour sauver des jeunes gens et des jeunes filles de la déportation, pour ne pas qu'ils doivent travailler pour les Allemands. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, le centre d'art rue du Commerce entra dans l'illégalité. Sa vie dorénavant serait double. Alors j'ai inventé cette histoire de l'atelier pour sauver tous ces jeunes. Et tous ces jeunes sont venus alors très nombreux. En bout de très peu de temps, on était une trentaine. Ainsi, l'atelier devenait un lieu de rencontre et de résistance, parce que aucune personne qui venait à l'atelier était pour les nazis. Nombreux sont ceux qui, sous le couvert de se perfectionner dans le dessin, passaient à l'atelier la nuit pour travailler dans l'ombre à la contrefaçon de passeports. La Gestapo est venue plusieurs fois m'interroger, mais je n'avais pas peur. Au contraire, quand il restait trop longtemps, je me fâchais, je disais, écoutez, maintenant, foutez-moi le camp, j'en ai marre. Et il partait. Les Allemands, dans le cadre des lois anti-juives de l'époque, avaient interdit toute activité professionnelle aux Juifs, y compris, et mon père avait quelques magasins de couture pour dames, et il a dû donc abandonner tous ces magasins, et pour pouvoir quand même conserver une certaine chance, si tout se passait bien après la guerre, de récupérer quelque chose, il avait demandé à son ami Marcel Astier de bien vouloir prendre à son nom l'occupation des locaux de ce magasin, que Marcel Astier a transformé donc en galerie d'art, c'était tout indiqué. Et je pense que ce personnage tout à fait libéral et ouvert a attiré les gens. Alors, il faisait aussi quelque chose contre les occupants, mais toujours avec un clin d'œil. L'atelier a toujours attiré des gens spéciaux, parfois un peu fous, comme Jacques Degré, ou comme ça. Mais c'était des gens qui étaient toujours super doués, mais avec des particularités. Marcel et Ginette étaient entre guillemets des découvreurs de gens, des découvreurs de ce qu'il y avait de bon et d'artiste dans l'homme, de l'exaltation. Et Ginette aussi, elle écoutait. Et je me rappelle, ils avaient un tourne-disque, ils écoutaient des concerts d'un tel qui aurait pu venir ici. Ils disaient, ah, ça c'est bien, bien, ça. T'es une femme de feu, hein. Ça veut Ginette. J'avais épousé en 1946. C'était une véritable âme pour les artistes. Et vraiment, elle a toujours été très intéressée au concert. Elle a appris à taper la machine, elle a commencé à faire le courrier. Elle a été vraiment étonnante. Elle a quand même rencontré Marcel Astier au cours de peinture. Elle avait 18 ans, il avait 35 ans. Ah bon? Ah oui. Ça, je ne savais pas. Elle épousait envers et contre tout. Envers sa famille, contre sa famille. Sa mère, ses parents ont dit, si vous l'épousez, on vous déshérite.
Sa mère était une Cavin, elle c'est une Van Rickeversel van Kessel, très proche de la famille royale de Hollande. Oui, gentil. Et envers et contre tout, elle a tenu bon pour son Marcel. On n'épousait pas à cette époque-là le fils d'un tapissier. Même s'il était artiste. Même s'il était protégé par la reine Elisabeth. Elle était la femme d'un peintre tel que presque tous les peintres ont dû en rêver. C'est-à-dire cet oubli de soi devant l'art de son mari et surtout ce qu'elle avait, le devoir qu'elle avait de participer à cette œuvre en s'oubliant un peu. Alors on la voyait toujours avec son petit chien sous le bras là. Je sais pas comment il s'appelait son petit chien. Oui, je sais pas si tu te rappelles. Comment? Mais il y en a eu beaucoup. Oui. Elle partait alors placer des affiches avec son teckel sous le bras comme ça. Puis... Marcel parfois préparait de la colle de peau le soir. J'avais une 2 chevaux à l'époque. Je venais chercher Ginette Astier et on allait coller dans tout Bruxelles les affiches. Oh. Jusqu'à minuit, 1h du matin. Et on revenait. Et quand on revenait, Marcel avec son bon caractère nous disait « Le pot est vide ». Vous avez collé toutes les affiches. Oui. C'est un peu tyrannique, Marcel. Hein? Oui. Sortez ça va vous enlever le mal. C'est du champagne. C'est du champagne. Avec du chocolat fondant. Vous êtes une ancienne élève, mais ce sont toujours des femmes qui sont... Vous avez un don les femmes autour de vous. Mais regarde, très amoureux. Qui ça? Moi, de toi. Moi, I got you under my skin. Oui. Ça veut dire que tu es là. Oui, t'es dans mon peau. Dans ta me libérer. La principale, c'est l'amour. Oui, absolument. Un autre sujet qui nous occupe déjà depuis un certain temps, c'est la fondation Marcel Astier. L'idée est de créer une fondation qui recevrait toutes ses œuvres, tous ses tableaux. C'est le souhait très profond de Marcel Astier. Il dit toujours « Moi, un jour, je mourrai, mais je ne voudrais pas que mon atelier meure. Je voudrais que mon atelier vive toujours. » C'est la chambre de Marcel Astier. Il a vécu ici au moins 70 ans, je dirais. Il y a beaucoup de poussière, des kilos de poussière. Donc, dans cette pièce, on va faire un atelier de restauration de tableaux. Mais il est ravi qu'on continue ce qu'il a commencé. Et j'avais vraiment envie de faire revivre l'atelier dans la tradition de Marcel Astier. Il a fait beaucoup de croquis, beaucoup de la vie. Donc, comme on pourrait voir, comme ceci, par exemple. Donc au bout de noix ou bien alors à l'encre de Chine pour capter les poses, les attitudes. Et au départ de tout cela, il y avait eu de la part de Marcel Astier un acharnement et un courage, parce que pendant des années, de la cave au 2e étage, il a monté des charbonnières pour alimenter le grand poêle de l'atelier. Pour poser, soit pour dédraper, soit pour les nus, il fallait qu'il fasse très chaud. Et alors Marcel, dès Potron-Minet, vers 7 heures, commençait à chauffer l'atelier.
Je suis beaucoup amusée et c'était très intéressant. C'était des milieux que j'aimais beaucoup, les milieux d'artistes. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a ouvert beaucoup d'horizons. Les femmes ont joué un grand rôle, et on le constate. C'est fabuleux. Ouais. C'est un peintre qui n'était pas dans son époque. Il aurait eu un très grand succès à la fin du 19e, début du 20e. Je crois qu'il est venu un peu tard pour connaître le grand succès. Si j'avais un tableau à emporter, je prendrais cette jeune femme dans le fond. Il n'y a pas que l'expression des lèvres, mais les yeux ne regardent plus rien. Ce sont des yeux assez expressifs, mais qui finalement n'ont plus d'objectif, n'ont plus d'horizon. Et les couleurs sont très belles d'ailleurs. Et c'était le début pour la plupart des femmes de se mettre du rouge aux lèvres. Ben, je suis un des rares collégiens des années 50 à vous rendre visite, j'imagine. Ah oui? Oui, bon, à l'époque, nous étions vraiment des tout jeunes. C'était vraiment un des rares clubs à Bruxelles où on pouvait écouter librement toute une série de concerts et d'exposés. C'était assez extraordinaire. Ah oui, des magnifiques concerts. C'était magnifique, oui. Je sais même qu'un de mes camarades de l'Athénée était venu chez vous faire un concert de trompette de jazz. C'était Claude Lédu. Et nous avions des cours avec Roger Broé du Théâtre National, des cours de diction, chez vous, ici. Ça, c'est extraordinaire. Vous dépasserez facilement les 100 ans. Ah oui, mais on va encore des 10 ans que je vais encore vivre. Une dizaine d'années. Vous savez, moi, j'ai une tension de jeune. C'était au mois d'août, dans le silence du quartier Léopold au mois d'août. Et je m'étais dit, tiens, je vais passer chez Marcel et Ginette. Et puis, je monte et j'entends une voix. Et cette voix était extraordinaire. J'aperçois comme ça une dame, pieds nus, avec une robe longue noire, devant le grand piano noir qui chantait. Je m'aperçus dans les reflets d'une vitrine sans secret que j'étais suivie par un monsieur. Je l'ai regardé dans les yeux. C'était si mes souvenirs sont bons, avenue de la provocation. Nous marchâmes au pas emboîté dans les ruelles du quartier. J'avais peur et le désirais. Je m'accosterai-t-il jamais? Bravo! C'est pour le concert de Rosalie Forest. Vous êtes bien ici. C'est au deuxième étage. Hein? Deuxième étage. Vous savez, you know where it is? Yeah, second floor. Ah, you know that. Okay, not the first time. Sabine, hallo. Das ist aber toll, das hast du geschafft, das hier. Ja, klar. Letzter Moment. Aber auch nicht. Zweite Etage. Nee, wir sind Skandal. Scandale. Vous venez comme ça? Vous êtes bien installé là? Oui, oui.
bonne soirée aussi. Ja, nee, aber wir haben eine neue. Là encore, ce sont des atmosphères qu'il faut vivre et qu'on ne vit que dans des lieux qui sont habités. C'est un endroit qui a été étonnamment préservé. Étonnamment préservé. Et c'est pour ça qu'il faudrait surtout essayer de garder cela parce que ces ateliers n'étaient pas peaufinés, n'étaient pas briqués. L'intérêt était autre, il était sur la toile, il n'était pas sur les murs. À la fin du concert, vous êtes cordialement invité à prendre le verre de l'amitié avec Marcel Astir et les artistes au rez-de-chaussée. Il écoute. Ici, il y a un petit air inquiet, là. Il y a quelque chose, il y a un problème. Ici, il y a un petit problème. C'est un plaisir pour nous de jouer ici. Il y a une atmosphère vraiment tellement particulière. On n'avait jamais joué ça en concert. C'était magnifique. Le Brahms, magnifique. C'est un peu intéressant aussi, mais enfin, le Brahms, c'était le morceau de résistance. C'est le premier qu'on a fait chez moi. On a fait le violoncelle seul ici la première fois, il y a 50 ou 60 ans. Il y avait 7 personnes à la première séance et 45 à la deuxième séance. Et qui était le violoncelliste? Le violoncelliste est Henri de Guerre. Est-ce que Arthur Grumiaux a donné des concerts ici? Oui, c'est bon, il a joué beaucoup ici. J'ai fait des concerts au conservatoire avec Grumiaux. Hein. Il jouait en sonate ou en trio ou en... Il a joué beaucoup à quatuor. Ah oui. Et Isaïe? Très bien connu, Isaïe, moi. C'est un homme plein de vie, mais plein de santé, de vie, de générosité. Un type extraordinaire. Vous savez, il a eu 5-6 enfants. Hein, Elle a fait un enfant avec la femme de rabbin de Londres. On a entendu des têtes d'affiches ici extraordinaires, des souvenirs fabuleux de cet endroit. Hein? Quand je suis venu ici, j'étais haut comme ça. Ah oui.
J'ai encore le souvenir de monter l'escalier, d'arriver dans cette salle et de rentrer dans une espèce de cabinet d'alchimiste. Oui, quelque chose comme ça. Quelque chose de ça. Quelque chose comme ça. Et c'est resté. Il y a sauf les atanors sont partis, mais le soufre reste encore là. Ouais. Enfin, on continuera quand même Oui. si j'ai disparu. À Votre Majesté le roi Ok. Albert II Attends, hein. et la reine Paola. Donc, à votre majesté Albert et la reine Paola. Voici un petit présent. Ok. Cet album a été édité en 95 exemplaires Attends, hein. pour fêter mon 99e anniversaire. Et toi, tu crois à l'âme d'une maison? Je ne crois pas à l'âme le mode de l'âme, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Je crois à l'atmosphère qu'il peut y avoir dans une maison parce qu'on y vit, parce qu'on y pense, parce qu'on réfléchit, parce qu'on est là.